Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La sécurité des réseaux dans un monde hyper connecté. Ce séminaire se tournera autour des généralités sur la sécurité informatique, les types de cyber-attaques, les moyens de protection contre les attaques. Tout cela avec Dr Bouchra Jafar, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Bouchra. Dr Bouchra, la parole est à Oui, vous. Vous pouvez merci. commencer votre séminaire. Ok, merci bien, mademoiselle Malak. Bonjour tout le monde. Je suis Madame Bouchra Jaffer. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un thème d'une importance croissante. Comme mademoiselle Malak a dit, sécurité des réseaux dans un monde hyper connecté. On va examiner les grands défis de la cybersécurité dans un environnement mondial désormais dominée par l'interconnexion, la numérisation et la dépendance accrue aux technologies de l'information. Nous abordons aussi les différents types de menaces ou bien de cyberattaques. On va voir les stratégies de prévention et de protection. Pour cela, on va suivre le plan suivant. Tout d'abord, on va voir une idée générale sur la sécurité informatique et les fondements de base. Après, dans la deuxième partie, on va examiner les types de cyberattaques. Et enfin, on va voir les moyens de protection contre les attaques. On va commencer donc la première partie. De nos jours, les incidents de cybersécurité font régulièrement les grands titres. On entend de mots de passe volés, des données personnelles stockées en ligne volées, des sociétés qui se font voler aussi des données de leurs clients, aussi bien on entend même des hôpitaux paralysés. On recense des milliers d'attaques chaque année. Donc, dans notre société moderne, les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle central dans presque tous les aspects de la vie quotidienne. Dans le domaine économique, on trouve dans la santé, l'éducation, l'énergie, le transport, ou encore même la défense. Donc, cette dépendance accrue à la technologie a fait, bien évidemment, émerger un nouveau type de vulnérabilité, celle du monde connecté. Donc, les systèmes informatiques, ou bien les réseaux, ou bien les bases de données sont désormais des cibles privilégiées pour les cyberattaques, dont les conséquences peuvent aller bien au-delà d'une simple, ou bien d'un simple dysfonctionnement technique, mais plutôt un péril de la confidentialité des informations ou bien la continuité des activités et parfois même la sécurité nationale. On va voir après avec des exemples. Qui le fait et pourquoi? En fait, rarement le fait d'individus isolés. Euh, Souvent réalisés par des groupes coordonnés avec diverses motivations, parfois la cybercriminalité, pour s'enrichir, euh, pour un but lucratif tout simplement, ou bien atteinte à l'image pour décrédibiliser un individu, parfois pour un but d'espionnage, pour récupérer des informations secrètes, surtout côté de la défense, ou bien dans les guerres, ou bien ces choses comme ça, et parfois sabotage pour déclencher une panne. Donc, tout le monde est concerné, personne n'est à l'abri. La cybersécurité n'est plus donc une spécialité réservée aux experts. Elle touche maintenant tous les secteurs, toutes les organisations et tous les citoyens. Donc, la cybersécurité s'impose aujourd'hui comme une discipline stratégique au croisement de la technologie, de la politique et du droit. Donc, elle pose des questions essentielles.
comment protéger nos réseaux dans un monde hyperconnecté, comment garantir la confiance numérique nécessaire au bon fonctionnement de nos sociétés et surtout comment développer une culture de la résilience face à des menaces en constante évolution. Bien sûr, on va répondre à toutes ces questions tout au long de cette présentation. Mais pour comprendre, avant d'aboutir à ceci, il faut tout d'abord comprendre les enjeux contemporains. euh, Pour comprendre les enjeux contemporains, il est essentiel de revenir donc brièvement sur l'évolution de la cybersécurité. Donc, ici, on va parler de la cybersécurité. La notion ou bien le concept de cybersécurité est apparu dans les années 90 et au début des années 2000, cette période. Mais c'était donc une sécurité qui se limitait souvent à quelques dispositifs de base comme un antivirus ou bien un pare-feu. C'est suffisant pour généraliser une protection à un ordinateur personnel ou bien à un petit réseau local. Donc, à cette époque, les attaques provenaient majoritairement d'individus isolés, souvent motivés par la curiosité technique ou le défi intellectuel. C'est pas donc le cas pour des motivations d'argent ou bien d'autres choses. Donc, le vecteur principal d'infection était rudimentaire. On se souvient notamment des disquettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des disquettes, mais bien, moi, je me souviens très bien. Donc, avant, la disquette, c'est une source de virus. On dit c'est une source de virus. Elle peut contenir donc des virus. C'était vraiment un risque majeur pour nous. On va voir maintenant que c'est vraiment, on dit la naïveté numérique. Donc, le risque majeur avant, c'est juste la suppression ou bien la corruption de fichiers sans véritable dimension financière ou stratégique. Donc, la cybersécurité, au début des années 90 ou bien les années 2000, c'est comme considéré comme une problématique technique réservée aux informaticiens et aux administrateurs système. Donc, cette période peut être perçue comme celle de la naïveté numérique, comme on a déjà dit. La connectivité croissante maintenant d'Internet non, la connectivité croissante d'Internet n'était pas encore accompagnée d'une conscience claire des menaces qu'elle engendrait. Alors que maintenant, on vit dans un monde hyper connecté où l'ensemble des activités humaines reposent sur les réseaux numériques, commerce en ligne, gestion des infrastructures énergétiques, communication, santé, etc. Donc, cette interconnexion massive conduit, on dit, à une explosion du volume de données stockées et échangées en ligne. Et bien sûr, à une exposition accrue au risque. Donc, on a deux volumes de données, on est confronté au risque. Donc, les cyberattaques contemporaines ne se limitent plus à perturber le fonctionnement d'un ordinateur. Elles peuvent désormais paralyser, par exemple, des hôpitaux, bloquer des réseaux électriques ou compromettre des secrets industriels et militaires. Vraiment des choses très risquées. Parmi les menaces les plus répandues, par exemple, la data breaches, ce sont des violations massives de bases de données confidentielles. Les ransomware, ou ce qu'on appelle en français les rançongiciels, ce sont des malwares qui chiffrent les données d'une organisation et exigent une rançon pour leur déblocage. Parfois, ces rançons, des millions de dollars. Donc, vraiment, des choses très mal faites. Donc, enfin, les attaques visant les infrastructures critiques dont l'impact répercute directement sur la vie réelle. C'est pas comme avant. Donc, aujourd'hui, les conséquences d'une cyberattaque ne sont plus théoriques.
elles sont vraiment tangibles, économiques et parfois vitales. On peut citer quelques attaques célèbres. Donc, par exemple, en 2014, la fameuse compagnie Sony Pictures, donc, compagnie de production de films, a été victime d'une cyberattaque majeure. Des données confidentielles, des courriels internes et plusieurs films inédits ont été diffusés publiquement, provoquant des pertes économiques et un préjudice réputationnel considérable. Aussi, en 2017, l'attaque WannaCry, donc c'est une fameuse attaque, ou bien célèbre attaque, qui a frappé des centaines de milliers de systèmes informatiques à travers le monde, dans plus que 150 pays, hein, paralysant notamment des hôpitaux au Royaume-Uni, France, etc. Donc, comme je viens de dire, dans plusieurs pays. Ce rançongiciel, ou bien ransomware, exploitait une faille de sécurité non corrigée de Microsoft Windows. Donc, une simple faille a détruit ou bien paralysé donc plusieurs institutions, démontrant à quel point une simple négligence de mise à jour parfois peut avoir des conséquences planétaires. En 2021, Colonial Pipeline, donc c'est un oléoduc de transport de carburant aux États-Unis, a subi une attaque par ransomware aussi, menée donc par le groupe criminel DarkSide, où les pirates ont paralysé le système informatique de gestion. L'entreprise a dû arrêter temporairement le pompage du carburant pendant plusieurs jours. C'est une catastrophe, hein. Et une rançon de 4,4 millions de dollars a été payée en Bitcoin pour récupérer l'accès. Donc, parce que le ransomware, c'est un malware qui chiffre donc les données donc, et demande une rançon pour le déchiffrer. Donc, l'incident a démontré la vulnérabilité des infrastructures énergétiques face aux cybermenaces. Bien sûr, il y en a plein d'attaques célèbres à travers donc, l'histoire. Ces exemples juste illustrent donc la professionnalisation et la coordination croissante des acteurs malveillants. Nous ne sommes plus confrontés à des adolescents comme avant, cherchant juste la notoriété, mais à de véritables organisations criminelles et à des groupes étatiques utilisant la cyberattaque comme un outil stratégique de puissance et d'influence. Donc, cette évolution nous conduit à un constat clair. La cybersécurité n'est plus une question uniquement technique, mais un enjeu global de souveraineté, de confiance et de résilience. Pour la comprendre dans toute sa complexité, il est nécessaire d'en examiner les principes fondamentaux, souvent résumés par trois notions clés: la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Ce sont les trois piliers de la cybersécurité. Donc, ces trois piliers constituent le socle sur lequel reposent toutes les politiques et les stratégies de sécurité informatique. On va voir tout à l'heure. Maintenant, on va voir la définition donc, formelle de la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, c'est quoi? Donc, elle fait référence à l'ensemble des technologies, des processus et des pratiques conçues pour protéger les réseaux, les appareils, les programmes et les données contre les attaques, les dommages ou les accès non autorisés. Donc, elle englobe la protection des informations numériques, des infrastructures critiques et des appareils connectés. Donc, son objectif principal, comme on a déjà mentionné, est d'assurer la confidentialité. C'est très important, hein. Donc, si on parle de la cybersécurité, il faut assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations. Souvent résumé sous l'acronyme connu CIA, du mot anglais Confidentiality, Integrity et Availability. Donc, on va comprendre ces trois piliers. Donc, on va commencer par la
confidentialité. C'est comme son nom l'indique. Donc, la confidentialité est l'assurance que l'information n'est accessible qu'aux personnes autorisées, qu'elle ne sera pas divulguée en dehors d'un environnement spécifié. Elle traite de la protection contre la consultation de données stockées ou bien échangées. Cela est réalisé par un mécanisme de chiffrement pour le transfert ou le stockage de données. Alors que l'intégrité est la certitude de la présence non modifiée ou non altérée d'une information et de la complétude des processus de traitement. Par exemple, pour les messages échangés, ils concernent la protection contre l'altération accidentelle ou volontaire d'un message transmis. Donc, troisième pilier de la cybersécurité, la disponibilité. Donc, c'est l'assurance que les personnes autorisées ont accès à l'information quand elles le demandent ou dans les temps requis pour son traitement. Donc, ces trois composantes, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, ne sont pas indépendantes. Elles doivent être équilibrées selon, bien sûr, le contexte d'utilisation. Par exemple, dans le domaine militaire, la confidentialité prime sur la disponibilité. Dans le domaine médical, la disponibilité des données peut être prioritaire. Dans le secteur bancaire, l'intégrité est essentielle à la confiance. Donc, ça dépend du domaine. Donc, la cybersécurité repose donc sur une gestion fine de ces trois piliers, adaptée aux besoins et aux risques de chaque organisation. Cette approche conceptuelle du modèle CIA nous conduit naturellement à aborder un autre phénomène, la cybercriminalité, c'est-à-dire la mise en péril délibérée de ces trois principes fondamentaux par des acteurs malveillants. Donc, après avoir défini les fondements de la cybersécurité, intéressons-nous maintenant à l'un de ses principaux adversaires, qui est la cybercriminalité. Donc, la cybercriminalité, c'est l'adversaire de la cybersécurité. C'est quoi la cybercriminalité? On peut définir la cybercriminalité, c'est comme son nom l'indique, criminalité, mais dans le domaine technologique. Donc, c'est un ensemble des actes illégaux commis à l'aide des moyens technologiques ou sur Internet visant à causer un préjudice matériel ou bien financier ou bien moral. Il s'agit donc d'un crime assisté par la technologie qui peut impliquer des ordinateurs ou bien des smartphones ou bien des réseaux et parfois plus largement tout système connecté. Donc, ce phénomène est devenu l'une des menaces les plus importantes du XXIe siècle, où les cybercriminels agissent à une vitesse sans précédent, adaptant continuellement leurs méthodes au rythme des innovations technologiques. Ils forment aujourd'hui un écosystème criminel complexe où s'entremêlent des acteurs individuels ou bien des groupes organisés et parfois même des structures parrainées par des États. Donc, l'économie souterraine du cybercrime est désormais hautement lucrative. Selon les estimations récentes, ses revenus mondiaux dépassent ceux du trafic de drogue. Donc, nous ne sommes donc plus dans un simple champ technique, mais dans un univers criminel globalisé, transfrontalier et en constante mutation. Donc, l'un des aspects les plus connus de la cybercriminalité est le piratage informatique. C'est quoi le piratage? En fait, le piratage fait référence à des activités qui cherchent à compromettre des appareils numériques comme les ordinateurs, ou bien les smartphones, ou bien les tablettes, et même des réseaux complets.
Donc, les pirates peuvent également utiliser la psychologie. On va voir tout à l'heure c'est quoi ce genre d'attaque qui utilise la psychologie pour inciter l'utilisateur à cliquer sur une pièce jointe malveillante ou à fournir ses données personnelles. En fait, il faut bien distinguer entre un pirate et un hacker. En fait, un pirate, comme on a déjà dit, est une personne qui utilise ses compétences pour des activités illégales et non autorisées dans le but de nuire, de voler des données ou de causer des perturbations. C'est un voleur. Donc, les pirates spécifiques, sont spécifiquement associés à des actes de cybercriminalité. Alors qu'un hacker est une personne passionnée par la technologie, en particulier par les systèmes informatiques et les réseaux. Les hackers possèdent des compétences techniques avancées et une compréhension approfondie des systèmes qu'ils explorent. Donc, certains hackers agissent pour juste identifier les vulnérabilités ou bien renforcer la sécurité. Il n'est pas nécessairement un voleur. Passons maintenant à un autre concept, c'est la cybermenace. Donc, la cybermenace, elle se distingue de la cybercriminalité. Il y en a des points communs qu'on va comprendre donc la distinction entre une cybermenace et une cybercriminalité. En fait, une cybermenace désigne toute activité potentiellement malveillante susceptible de compromettre la sécurité d'un système d'information. Autrement dit, une menace est un risque latent, une possibilité d'attaque. Donc, une menace, ce n'est pas comme une attaque, c'est un risque et une possibilité d'attaque, qu'elle soit déjà en cours ou bien planifiée ou simplement théorique. L'environnement des cybermenaces correspond à l'ensemble des plateformes, réseaux et infrastructures numériques vulnérables où ces activités peuvent se produire. Donc, il s'agit d'un espace virtuel vaste, évolutif et souvent invisible dans lequel interagissent à la fois des acteurs malveillants ou bien les défenseurs ou bien des millions de systèmes connectés qui composent notre monde numérique. Donc, la cybersécurité consiste donc à identifier, anticiper et neutraliser ces menaces avant qu'elles se transforment en réelles attaques ou bien attaques effectives. Les différents types de cybermenaces qu'on peut les trouver, vulnérabilités logicielles, par exemple, donc, par exemple des failles non corrigées qui peuvent être exploitées, ou bien des menaces internes, parfois des erreurs humaines ou employés malveillants, parfois des fuites de données, donc d'une façon involontaire, par exemple l'exposition involontaire d'informations sensibles, ou bien développement de nouvelles techniques d'attaque avancées dans l'ingénierie sociale, l'intelligence artificielle, utilisées pour le hacking. Donc, on peut comprendre maintenant c'est quoi la différence entre cybermenace et cybercriminalité. Donc, la cybercriminalité et la cybermenace, les deux sont deux concepts liés, bien sûr, à la cybersécurité, mais ils ont des significations différentes. La cybercriminalité désigne l'ensemble des crimes et délits commis à l'aide d'outils informatiques ou sur Internet. Elle implique des actes illégaux, intentionnels, qui visent à causer un préjudice financier, matériel ou moral. Une cybermenace, c'est un danger qui pourrait affecter la sécurité des systèmes informatiques, ou bien des réseaux, ou bien des données. Elle ne constitue pas forcément un crime en soi, mais elle représente un risque qui peut être exploité ou bien par les attaquants, ou bien pour des buts de cybercriminalité. Ok. Donc, la différence principale, c'est que la cybercriminalité est un acte illégal mené par un individu ou un groupe. Une cybermenace est un risque qui peut ou non aboutir à une cyberattaque. Donc, toutes les cyberattaques sont des cybermenaces,
Mais toutes les cybermenaces ne deviennent pas nécessairement des cyberattaques ou des actes de cybercriminalité. Donc, pourquoi les cyberattaques se produisent-elles? Quelles sont les motivations des attaques? En fait, il y en a plusieurs motivations. Euh, donc, on peut donner une généralité sur ces motivations. La motivation criminelle est la plus courante. Les cybercriminels cherchent toujours un gain financier. Ils volent des données bancaires, demandent des rançons ou vendent des informations confidentielles sur le dark web, bien sûr. Parfois, la motivation personnelle, mais moins utilisée. Donc, ce n'est pas comme la motivation criminelle qui est le plus utilisée. Donc, on voit souvent à des actes de vengeance ou bien de rancune ou de sabotage commis par des employés mécontents ou d'anciens collaborateurs. Ces attaques internes peuvent être internes à la société ou la compagnie, souvent sous-estimées, représentent pourtant une part importante des incidents recensés. Il y a une autre motivation qu'on trouve, la motivation politique. Elle s'inscrit dans le contexte plus large de la cyberguerre, dit la cyberguerre maintenant, ou bien la cyberterrorisme. Donc, il y en a, les États-nations s'affrontent désormais dans la cyberespace pour espionner ou déstabiliser ou influencer leurs adversaires. Donc, ce type d'attaque peut cibler des institutions gouvernementales, des infrastructures critiques ou encore des médias, comme on l'a observé depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ces motivations variées montrent que la cyberattaque n'est jamais le fruit du hasard. Elle est planifiée, ciblée et rationnelle, souvent inscrite dans une logique économique, stratégique ou symbolique. Donc, nous avons vu que la cybercriminalité et les cybermenaces constituent les deux faces d'un même phénomène, d'un côté le potentiel de danger et de l'autre l'acte réalisé. Pour aller plus loin, examinons maintenant les types de cyberattaques les plus fréquents, leurs mécanismes et leur impact sur les organisations et les individus. Cette typologie nous permettra de comprendre concrètement comment les attaquants opèrent et quels moyens de défense peuvent être mis en œuvre pour s'en protéger. Donc, passons maintenant à la deuxième partie, donc les types de cyberattaques. Donc, on a dit déjà la motivation. Donc, les cybercriminels s'introduisent généralement donc, dans les réseaux informatiques à la recherche de quelque chose de précis, comme l'argent, most of the time, l'argent, les données financières des entreprises, les listes de clients, les données clients, y compris les informations personnelles identifiables ou bien d'autres données personnelles sensibles, parfois des adresses e-mail et identifiants de connexion, ou bien des formes de propriété intellectuelle comme les secrets commerciaux ou bien les conceptions de produits, etc. Il y en a donc plusieurs choses précises qu'on peut, que les cybercriminels plutôt peuvent les voler. Donc, quels sont les types les plus courants de cyberattaques? En fait, les cybercriminels utilisent de nombreux outils et techniques sophistiqués pour lancer des cyberattaques contre les systèmes informatiques d'entreprise, les ordinateurs personnels ou bien d'autres cibles. En voici des types les plus courants, donc les malwares, le phishing, zero day, les ransomware, password attack, DOS, déni de service, DNS spoofing, man in the middle, Trojan horse attack, donc ça aussi ce sont des malwares. Donc,
etc. Il y en a plein, plein, plein de cyberattaques qu'on peut trouver. On va voir quelques cyberattaques donc connues et on va les comprendre. On va commencer par le premier type d'attaque, bien sûr, qui est le plus répandu, est celui des logiciels malveillants, ce qu'on appelle les malwares. Donc, le terme désigne tout programme conçu pour infiltrer, endommager ou neutraliser un système informatique sans le consentement de l'utilisateur. Les malwares peuvent prendre de nombreuses formes. Le plus connu, on connaît, même un non-informaticien, donc les virus. Donc, les virus, parmi les premiers, donc malware, donc ils propagent et corrompent donc les données d'un système. On peut trouver les cheveux de Troie, les vers, les ransomware, donc qu'on trouve aujourd'hui, euh, euh, très utilisés, les botnets aussi, et les backdoors. Donc, ces logiciels sont des programmes développés dans le but de nuire un système. Donc, pour contrer ces menaces, les organisations s'appuient sur plusieurs approches, des antivirus et bien sûr des anti-malware régulièrement mis à jour. C'est la plus évidente donc approche. Des techniques d'analyse aussi heuristiques, donc des règles basées sur l'expérience, capables de détecter les comportements suspects et surtout une hygiène numérique rigoureuse, incluant les mises à jour et les correctifs de sécurité. Donc, la prévention des malwares repose donc sur une règle simple, maintenir ces systèmes à jour et ne jamais exécuter un programme dont la provenance n'est pas vérifiée. Une attaque qu'on trouve euh, donc de nos jours, c'est l'attaque d'ingénierie sociale. En fait, c'est une attaque qui est différente d'autres attaques parce que c'est une attaque fondée sur la manipulation humaine. Donc, on appelle l'ingénierie sociale. C'est pourquoi on appelle l'ingénierie sociale. Donc, ici, le maillon faible n'est pas la machine, mais l'utilisateur lui-même. L'ingénierie sociale regroupe l'ensemble des techniques par lesquelles un cybercriminel incite une personne à révéler des informations confidentielles, à télécharger un fichier malveillant ou à effectuer une action contraire à la sécurité de l'organisation. Ces attaques exploitent la confiance, la curiosité, la peur ou la distraction des individus. Parmi l'attaque d'ingénierie sociale la plus répandue, c'est le phishing, ou ce qu'on appelle en français l'hameçonnage. Selon le rapport sur le coût d'une violation de données, il s'agit de la deuxième cause la plus courante de violation. Les attaques d'hameçonnage ou bien du phishing les plus élémentaires utilisent des faux emails ou bien des SMS pour voler les identifiants des utilisateurs, exfiltrer des données sensibles ou diffuser des logiciels malveillants. Les messages d'hameçonnage sont souvent conçus pour être considérés comme provenant d'une source légitime, comme un SMS par exemple d'une banque ou bien un SMS d'un hôpital ou bien il vous dit, par exemple, un message de votre banque, on va faire, parfois, il vous appelle par téléphone, une personne vous appelle, on doit faire une mise à jour du système. Donnez-moi ton ID, je ne sais pas quoi, et hop, c'est un pirate.
Il incite généralement la victime à suivre un lien hypertexte, parfois des SMS, parfois il vous appelle, et il y en a plein de manipulations. Donc, il les mène vers un site web malveillant ou à ouvrir une pièce jointe des mails qui s'avère être un logiciel malveillant. Donc, c'est la méthode maintenant qu'on trouve, une méthode très répandue à nos jours. Donc, pour s'en protéger, les organisations surtout mettent en place des filtres anti-phishing intégrés au système de messagerie, des programmes de sensibilisation pour apprendre à reconnaître les messages suspects et des mécanismes d'authentification multifacteur, c'est très important, donc c'est-à-dire plus qu'un seul facteur d'authentification, plus que par exemple le mot de passe, un OTP par exemple, avec le mot de passe, donc multifacteur, au moins 2 facteurs d'authentification qui ajoutent une couche de sécurité même en cas de vol d'identifiant. Donc, ici, la clé réside dans la vigilance humaine. Aucune technologie ne peut remplacer la prudence de l'utilisateur informé. Une autre attaque aussi connue dans le domaine de la cybersécurité, c'est le déni de service. Donc, elle est connue sous le nom DOS. Donc, c'est un autre type d'attaque, donc particulièrement destructeur. Donc, ce qu'on appelle le déni de service, connu sous 2 acronymes, DOS ou bien DDoS, Distributed Denial of Service. On va comprendre la différence entre les deux, mais le principe est simple, c'est inonder un serveur ou un réseau de trafic frauduleux jusqu'à le saturer, empêchant ainsi les utilisateurs légitimes d'accéder au service ou bien au serveur. Donc, inonder plusieurs requêtes en même temps, donc le serveur se plante. Donc, ici, ici la différence entre l'attaque, le déni of service DOS, il y a une seule, ici comme le schéma indique. Donc, on a une machine qui est l'origine de l'attaque, donc qui va envoyer, donc émet le trafic malveillant, une seule source, donc vers le serveur cible. Dans le cas de DDoS, des milliers de machines infectées formant ce qu'on appelle un botnet. Donc, un botnet participe simultanément à l'attaque, donc plusieurs machines. C'est pourquoi distribute. Donc, ces attaques visent à paralyser un site web ou un serveur, donc à bloquer un service en ligne ou encore à détourner l'attention pendant une autre attaque est menée en parallèle. Donc, en général, le déni de service, c'est une attaque qui est avant une autre attaque. Donc, pour s'en prémunir, les entreprises déploient des systèmes de détection d'intrusion, ce qu'on appelle les IDS, capables d'identifier les anomalies de trafic. Par exemple, si plusieurs requêtes sont envoyées dans un temps très minimal, donc ces systèmes peuvent détecter ceci. Donc, des réseaux de distribution de contenu, ce qu'on appelle les CDN, qui répartissent la charge entre plusieurs serveurs. Aussi, les entreprises peuvent prévenir des plans de réponse aux incidents permettant une réaction rapide et coordonnée. Donc, ces attaques rappellent que la disponibilité, l'un des piliers du modèle CIA, est souvent la première cible des cybercriminalités. On va passer à un autre type d'attaque, c'est l'attaque de l'homme du milieu, ou ce qu'on appelle man in the middle. Donc,
c'est une attaque sophistiquée, occupe une place centrale. Dans ce scénario, le pirate, comme vous voyez dans le schéma, intercepte en toute discrétion les communications entre deux parties. Par exemple, un utilisateur et un site web sécurisé, sans que ni l'un ni l'autre ne s'en aperçoivent. L'attaquant peut alors écouter ou bien parfois modifier ou bien rediriger les données échangées. Ces attaques surviennent souvent sur des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés ou bien mal sécurisés, où il est facile d'espionner le trafic. L'attaque contre SolarWinds en 2020 illustre cette approche. Des acteurs de l'État russe ont piraté le fournisseur de logiciels SolarWinds et distribué des logiciels malveillants à ses clients sous couvert d'une mise à jour logicielle. Ce logiciel malveillant a permis à des espions russes d'accéder aux données sensibles de diverses agences gouvernementales américaines utilisant les services de SolarWinds, notamment les départements de trésor, de la justice, de l'État. Ces attaques soulignent la nécessité de chiffrer les communications via HTTPS parfois ou bien VPN et de surveiller la cohérence des connexions pour détecter toute anomalie. Donc, comme nous venons de le voir, les cyberattaques se diversifient et se complexifient sans cesse. Certaines reposent sur la tromperie humaine, comme on a déjà vu, l'ingénierie sociale, d'autres sur la puissance technologique, comme DOS, Man in the Middle, etc. Et d'autres encore sur l'exploitation des vulnérabilités les plus récentes. Nous allons maintenant examiner les formes d'attaque les plus avancées, telles que les exploits Zero Day, le vol d'identité et le webjacking, qui incarnent aussi la sophistication croissante de cybercrimes contemporains. C'est quoi l'attaque exploit des Zero Day? Donc, les attaques dites Zero Day représentent l'une des formes les plus dangereuses et les plus redoutées du cyberespace contemporain. Le terme Zero Day fait référence à une vulnérabilité inconnue d'un logiciel ou d'un système au moment où elle est exploitée par un attaquant. Autrement dit, il s'agit d'une faille non encore identifiée par les concepteurs du système ou pour laquelle aucun correctif n'a encore été publié. Donc, le nom vient du fait que les développeurs disposent de 0 jours pour corriger la vulnérabilité avant qu'elle ne soit exploitée. Ces attaques sont particulièrement dangereuses car elles contournent les défenses traditionnelles, comme les antivirus et les pare-feux, ne peuvent pas détecter une menace dont ils ignorent l'existence. Donc, les cybercriminels qui découvrent les failles ou bien ces failles peuvent les revendre sur les marchés clandestins pour des sommes considérables ou les utiliser à des fins d'espionnage ou bien de sabotage. L'affaire Stuxnet en 2010 qui a visé les installations nucléaires iraniennes à travers l'exploitation de plusieurs failles Zero Day reste un exemple de cette sophistication. Donc, ce type d'attaque démontre que la cybersécurité doit être proactive et anticipative, reposant sur une veille constante et sur la coopération entre, parfois, États, entreprises et, bien sûr, les chercheurs. Une autre attaque, ce qu'on appelle le vol d'identité ou usurpation d'identité, bien connu aussi spoofing, donc est une autre forme d'attaque très répandue qui touche aussi bien les particuliers que les organisations. Il se produit lorsqu'un individu malveillant obtient et utilise les informations personnelles d'une autre personne, telles que son nom, par exemple, son adresse, ses identifiants de connexion et ses données bancaires, pour réaliser des opérations frauduleuses. Dans le contexte numérique, cela peut aller de l'accès inautorisé à un compte en ligne jusqu'à la création de faux profils
pour tromper des tiers. Donc, le vol d'identité devient de l'usurpation d'identité. Lorsque le cybercriminel agit directement au nom de la victime, effectuant des transactions, signant des contrats parfois ou lançant des campagnes de désinformation. Les conséquences sont souvent graves, pertes financières par exemple, atteinte à la réputation, voire implications juridiques pour les victimes. Donc cette attaque met en lumière une dimension essentielle de la cybersécurité, la protection des données personnelles. Avec la généralisation de l'usage du cloud et des réseaux sociaux, la frontière entre sphère privée et sphère publique s'estompe, rendant chacun vulnérable de ce type de fraude. D'où l'importance d'une gestion rigoureuse de son identité numérique, de la vérification des sources et d'une authentification renforcée sur les plateformes sensibles. Aussi, une autre attaque, c'est ce qu'on appelle le webjacking. C'est un type d'attaque moins connu au grand public, mais tout aussi dangereux. Le webjacking, littéralement, c'est le détournement du site web. C'est comme le détournement d'un véhicule ou bien euh, d'un véhicule tout court. Donc, le terme dérive de l'anglais hijacking, qui signifie pirater ou détourner un véhicule. Donc, ici, le véhicule, c'est le site Internet. Le principe consiste à prendre le contrôle du site web d'une organisation, à en modifier le contenu ou à en bloquer l'accès aux propriétaires légitimes. Une fois le site compromis, le pirate peut diffuser des informations ou bien collecter les données des visiteurs ou bien exiger une rançon pour restituer le contrôle du site. Le webjacking peut avoir des effets particulièrement dommageable sur l'image d'une entreprise. Il affecte la confiance des clients, compromet la crédibilité institutionnelle et expose les données hébergées. C'est une attaque qui illustre bien la convergence entre cybercriminalité technique et communication stratégique. Les pirates visent non seulement donc le système, mais aussi la réputation numérique de leurs cibles. Voici quelques chiffres clés pour voir donc la gravité de ce qu'on vient de dire de ces attaques. Donc, pour mieux saisir l'ampleur du phénomène, examinons quelques chiffres issus du rapport International sur la cybersécurité. Ici, un exemple. En Belgique, en 2022, 25 millions d'euros extorqués par hameçonnage en Belgique en 2022. 78,9% de micro-entreprises. Ces micro-entreprises, c'est-à-dire comme les petites et moyennes entreprises, les PME, qui indiquent avoir recours à au moins une mesure de sécurité informatique. Toujours, les PME ou bien les micro-entreprises sont plus vulnérables aux cyberattaques parce qu'ils ne disposent pas des moyens sophistiqués pour la protection. Donc, aussi 31%, par exemple, des PME belges qui ont déjà rencontré un incident de sécurité informatique en 2023. Et 38% des cyberattaques entraînent un arrêt d'activité pour les entreprises belges. Donc, 92%, par exemple, des cyberattaques commencent avec un mail, phishing, tout simplement. Les petites et moyennes entreprises sont 3 fois plus victimes, comme je viens de dire, sont plus vulnérables, donc plus victimes d'attaques surtout de social engineering, ingénierie sociale, euh, que les grandes organisations. En fait, les PME sont les plus touchées. Le taux de succès d'une attaque est 2 à 5 fois plus important que les grandes entreprises.
par exemple, à titre de savoir, donc 1 heure, par exemple 12 minutes, le temps moyen nécessaire à un pirate pour accéder à vos données piratées dès lors que vous êtes victime d'un email d'hameçonnage, ou ce qu'on appelle le phishing. Et 1 h 42 minutes, le temps moyen pour un pirate de commencer à se déplacer latéralement au sein de votre réseau d'entreprise dès lors qu'un appareil est compromis. Donc, le coût global de la cybercriminalité est estimé à plus de 11 milliards de dollars par an à l'horizon de 2026, selon les prévisions de Cybersecurity Ventures. Donc, en moyenne, une entreprise subit une attaque toutes les 39 secondes. Les PME, les petites et moyennes entreprises, représentent plus que 60% des cibles car elles disposent de ressources limitées pour se défendre. Le délai moyen de détection d'une cyberattaque dépasse encore 200 jours, ce qui signifie que de nombreuses intrusions passent inaperçues pendant plusieurs mois. Donc, ces données traduisent un constat alarmant. Les cyberattaques sont plus nombreuses, plus rapides et plus efficaces qu'auparavant. Elles affectent tous les secteurs d'activité sans exception et constituent désormais une menace systématique pour la stabilité économique mondiale. En fait, les impacts des cyberattaques sont multiples et c'est donc bien au-delà d'un simple dommage technique. On peut avoir un impact financier, par exemple perte de clients, ou bien de chiffre d'affaires, perte boursière, parfois paiement de rançon, réparation de matériel informatique en cas de piratage, appel à des fournisseurs externes, etc. Donc, euh, parfois, un impact sur l'image de l'entreprise, réputation mise à mal, mauvaise publicité, céder au chantage, etc. Parfois, un impact juridique et réglementaire, contentieux mettant en cause la responsabilité de l'entreprise, amende pour non-respect des lois, etc. Et bien sûr, l'impact technique, c'est évident. Donc, toutes les attaques ont un impact technique, panne ou arrêt des serveurs, etc. Aussi, impact organisationnel, paralysie des systèmes, des organisations, des équipes internes, retard ou arrêt de production, etc. Et aussi, bien évidemment, impact humain, stress, chômage technique, parfois atteinte à la vie privée, etc. Donc, les entreprises ont de grands besoins en cybersécurité, trouver des talents, former le personnel parfois et sécuriser ses produits et respecter les normes. Donc, voilà, on a donc vu donc les principes fondamentaux donc, de la cybersécurité. On va donc maintenant voir les moyens de protection contre les attaques, prévention, détection et réponse. Donc, comment se protéger efficacement? En fait, la cybersécurité ne peut pas garantir le risque zéro. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais elle peut réduire bien sûr considérablement la probabilité et la gravité des incidents grâce à une stratégie articulée autour de 3 axes qu'on va les voir en détail: la prévention, la détection et la réponse. Donc, la cybersécurité ne résume pas à une série d'outils ou bien de logiciels. Elle repose sur une approche systématique fondée sur 3 grands piliers, comme on a déjà dit. Bien sûr, ces piliers sont complémentaires. La prévision pour anticiper et réduire les risques
avant qu'ils ne se concrétisent. Parfois, on peut les simuler. La détection pour identifier rapidement les incidents en cours et bien sûr la réponse pour contenir, corriger et tirer les leçons des attaques. Donc, ces trois volets doivent fonctionner de manière intégrée et continue, car aucune organisation n'est aujourd'hui totalement à l'abri. On va commencer par la prévention des cyberattaques. Quelles sont les stratégies et les politiques donc, de prévention? Donc, prévenir les cyberattaques consiste à réduire, bien sûr, la surface d'exposition et à renforcer la robustesse des systèmes avant qu'une attaque ne survienne. Cela implique d'abord une stratégie de gestion des menaces bien définie, permettant d'identifier les actifs critiques, c'est-à-dire les éléments les plus sensibles d'un système d'information. Parmi les mesures préventives les plus importantes, on trouve les politiques de gestion des identités et des accès, qu'on appelle Identity and Access Management, qui s'assure que seules les personnes autorisées peuvent accéder à certaines ressources. Aussi, une autre mesure, l'application du principe de moindre privilège, selon lequel chaque utilisateur ne dispose que des droits strictement nécessaires à sa fonction, ne peut pas faire, s'il a une fonction spéciale, juste ce droit qu'il a. Et la mise en place d'une authentification multifactorielle, bien sûr, MFA, donc au moins 2 facteurs d'authentification qui renforcent la sécurité des connexions par la combinaison de plusieurs méthodes d'identification. Dans le contexte du télétravail, les organisations encouragent également l'usage de réseaux privés virtuels, ce qu'on appelle les VPN, afin de sécuriser les connexions à distance, en particulier sur les réseaux publics non protégés. La prévention, en fait, passe aussi par une sécurité renforcée des données. Les outils de prévention des pertes de données, ce qu'on appelle Data Loss Prevention, DLP, permettent de détecter, surveiller et bloquer la fuite d'informations sensibles. Aussi, le chiffrement des données, c'est très important, à la fois lors de leur stockage, donc lors de leur stockage, et aussi en transmission. Donc, ceci constitue un rempart essentiel contre les interruptions et les vols d'informations. Par ailleurs, des sauvegardes régulières doivent être effectuées idéalement hors ligne pour minimiser les pertes en cas d'accident. Les pare-feux, connus par les firewalls, et les systèmes de filtrage de contenu contribuent, eux, à empêcher l'entrée du trafic malveillant dans le réseau. Enfin, la prévention repose sur un facteur humain, souvent négligé, la formation continue du personnel. Donc, une culture de cybersécurité doit être intégrée à tous les niveaux de l'organisation par des sessions de sensibilisation, des tests de phishing simulés et une communication interne claire sur les bonnes pratiques numériques, comme le mise à jour, par exemple, régulier, etc. La meilleure technologie ne saurait protéger une organisation si ses utilisateurs ne sont pas eux-mêmes conscients des risques. On va passer maintenant à la deuxième étape après la prévention. Donc, on trouve la détection des cyberattaques. Donc, parfois, malgré toutes les précautions, il est illusoire de croire que l'on puisse prévenir 100% des attaques. Donc, il est indispensable de disposer de mécanismes de détection rapide, capables d'identifier toute activité suspecte avant qu'elle ne provoque des dommages irréversibles. Les outils les plus utilisés sont les systèmes SIEM, Security Information and Event Management, qui centralisent et analysent en temps réel les alertes issues de multiples sources. Les solutions aussi IDS,
ou bien IPS, donc Intrusion Detection ou bien Prevention Systems, qui observent le trafic réseau pour repérer les anomalies en temps réel, et les outils EDR, Endpoint Detection and Response, qui surveillent les terminaux comme les ordinateurs serveurs ou bien mobiles afin de détecter les comportements malveillants, comme une tentative, par exemple, de 3 fois d'authentifier un compte, par exemple. Donc, 3 tentatives échouées. Donc, l'EDR peut donc alerter qu'il y a une attaque. À cela s'ajoutent donc des plateformes de renseignement sur les menaces qui enrichissent les alertes par des informations contextuelles sur les tendances d'attaque observées dans le monde. Ces dispositifs doivent être complétés par une veille de sécurité permanente et par des tests d'intrusion réguliers permettant d'évaluer le niveau réel de vulnérabilité des systèmes. L'objectif n'est pas seulement de détecter l'incident, mais bien sûr comprendre sa nature et son origine pour y répondre de manière ciblée. Le troisième pilier est bien sûr celui de la réponse, étape cruciale, bien évidemment, dans la gestion de crise numérique. Réagir efficacement à une attaque suppose d'avoir préparé en amont un plan de réponse aux incidents clair, détaillant les rôles, les responsabilités et les procédures à suivre. Ce plan doit permettre de contenir l'incident en isolant les systèmes compromis pour éviter sa propagation, éradiquer la menace en supprimant les vecteurs d'attaque identifiés, restaurer les services à partir bien sûr de sauvegardes fiables et vérifiées, et enfin analyser les causes profondes pour éviter la répétition du même scénario. Donc, les organisations qui disposent de tels plans réduisent significativement le coût et la durée des cyberattaques. Les études montrent jusqu'à 58% de réduction du coût moyen d'une violation de données. Les solutions comme SOAR, Security Orchestration Automation and Response, automatisent en partie ces processus, permettant une réaction plus rapide et plus cohérente face à la multiplicité des menaces. De même, les plateformes XDR, Extended Detection and Response, offrent une vision unifiée de la sécurité sur l'ensemble des couches, comme les réseaux terminaux, cloud, email et applications. Ensemble, la réponse doit être coordonnée, documentée et améliorée en continu, car chaque incident est une source d'apprentissage pour renforcer la résilience globale. Donc, au-delà des outils et des procédures, la véritable force d'une organisation réside dans sa culture de la cybersécurité. La protection du système d'information ne doit pas être perçue comme la responsabilité exclusive de services informatiques, non, mais comme un effort collectif. Chaque acteur, que ce soit employé, manager, fournisseur ou bien partenaire même, doit comprendre son rôle dans la chaîne de sécurité. Développer une culture de la vigilance, c'est transformer la cybersécurité en réflexe partagé plutôt qu'en contrainte technique. Cette culture doit être soutenue par une gouvernance claire, une communication interne transparente et une formation régulière. Donc, dans un monde hyper connecté, la résilience numérique ne se limite pas à éviter les attaques, elle consiste à pouvoir continuer à fonctionner malgré elles et à rebondir plus fort après chaque crise. On conclut donc la cybersécurité est bien plus qu'une discipline technique. Elle est devenue un enjeu, bien sûr, stratégique, économique et aussi social. Elle exige une collaboration étroite entre les secteurs publics et privés,
entre les experts techniques et les décideurs politiques et les citoyens, l'avenir de la sécurité numérique repose sur trois engagements fondamentaux: anticiper grâce à la veille, la recherche et l'innovation, protéger en combinant technologie, gouvernance et formation, et bien sûr réagir avec rapidité, coordination et transparence. Donc, dans ce monde hyper-connecté, la question n'est plus de savoir si une organisation sera attaquée, mais quand et comment elle y répondra. L'enjeu n'est donc pas d'éliminer le risque, ce qui est impossible, mais de le maîtriser et de s'y adapter en permanence. C'est à cette condition seulement que nous pourrons construire une société numérique de confiance où l'innovation et la sécurité avancent main dans la main. Merci bien pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Oui, Mohamed. Dites-vous, Mohamed, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Dites-vous, vous avez accès au micro. Veuillez s'il vous plaît activer votre micro. Euh, euh, Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ma question c'est le ransomware. Ransomware, Est-ce oui. que est-ce que on peut qualifier de ransomware si le pirate a demandé des rançons ou bien il peut être ransomware sans avoir une demande de rançon. Ça veut dire c'est un type d'attaque spécifique ou bien seulement si on était demandé de rançon. Le ransomware, c'est une attaque qui utilise un logiciel malware qui chiffre les données et demande une rançon, demande de l'argent. Donc, c'est ça le ransomware. Donc, il s'infiltre à l'aide de malware et chiffre les données et demande une rançon pour déchiffrer ces données. Donc, nécessairement, il demande une rançon. Merci. Merci. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Aziad, la parole. Où il est parti, Aziad? Aziad, Oui, la parole est à vous. Vous avez accès au micro maintenant. oui, Aziad. Aziad, vous avez accès au micro. Veuillez s'il vous plaît activer votre micro. Donc, jusqu'à l'arrivée d'Aziad. Il est activé, chers participants. Veuillez s'il vous plaît alors vérifier votre connexion. Ou bien le problème de chez vous. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Docteur Bouchra est à votre disposition, tout le monde. Si vous avez des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat.
Asiad, vous avez déjà l'accès au micro. Veuillez s'il vous plaît activer votre micro. Sinon, veuillez sortir et revenir à nouveau car vous avez un problème de connexion. Tout le monde, nous répétons que vous pouvez poser toutes sortes de questions, soit en levant la main, soit en écrivant vos questions sur le chat. Bien sûr, sur le domaine du séminaire d'aujourd'hui, Dr Bouchra sera à votre disposition. Oui, bien sûr. Euh, je pense que tout le monde a très très bien compris et que tout est clair et qu'ils n'ont pas de questions. Voilà. Mm, très bien. Donc, ah, voilà. Nous avons quelqu'un qui veut poser une question. Hadifou Mohamed. Hadifou, la parole est à vous. Euh, la différence entre le phishing, hameçonnage, et Mhm. l'autre, c'est, j'ai oublié, mais c'était, j'ai oublié le nom exact de la deuxième. Mais ça ressemble, j'ai vu que ça ressemble, plus d'identité. Mais j'ai oublié exactement comment on appelle l'autre mot. Le spoof, Si, peut-être le spoofing. voilà exactement. Donc, il y a bien sûr une différence. En fait, le vol d'identité ou le spoofing ou bien l'usurpation d'identité utilise le phishing. Donc, pour voler les données personnelles, ils utilisent le phishing, en fait. Donc, le spoofing est une technique si vous voulez, matérielle, machine. Le phishing, c'est une technique le point faible, c'est l'être humain, c'est pas la machine. OK? Donc, l'usurpation d'identité, en général, utilise la technique de phishing. C'est pas la même chose, mais qui est une technique qui se repose sur l'utilisateur, sur l'être humain, et l'autre, c'est une technique qui se repose sur une des techniques machines, c'est-à-dire. OK? C'est clair? Oui, c'est bon, c'est clair. Merci. Très bien. Super. Passons à Azad. Azad, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Euh, Bonjour, cher Bonjour. professeur. Bonjour, Madame Alak. Heureux d'être parmi vous. Ma question, c'est concernant les attaques DNS. Voilà, et surtout par rapport justement au Les attaques, quoi? DNS. C'est ça? C'est bien. Je sais DOS, pas. Oui, DOS, oui, exactement. DOS. Oui, exactement, Mhm. DOS. Et Oui. aussi par rapport aux zombies, parce que je n'ai pas bien compris comment ça fonctionne exactement. Les deny of service. Donc, Oui, en fait, c'est une série de requêtes dans un temps très limité. Un ensemble de requêtes, des milliers de requêtes. Et du coup, le serveur va être, ça y est, paralysé. Donc, parce que si plusieurs requêtes en même temps, donc un flux énorme, donc le serveur se plante. Donc, cette attaque, elle paralyse le serveur ou bien un serveur ou bien plusieurs serveurs. En fait, se prépare pour une autre attaque.
en général, ou bien juste pour paralyser donc les serveurs, ou bien les sites web. Ok, D'accord. c'est une Ok. série de requêtes. Hmm. D'accord. Vous avez parlé de cheval de Troie et de vers. Voilà. Oui, Entre les vers et les chevals de Troie, quels sont les plus redoutables? oui. Ce sont des malwares, donc des logiciels malveillants qui s'infiltrent dans les programmes donc pour endommager ou neutraliser un système. Il y en a la différence entre un virus ou un ver ou bien des petits détails, mais tous sont des logiciels malveillants. D'accord, merci, cher professeur. Merci bien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. OK, Asiad, la parole est à vous. Vous avez accès maintenant au micro. Bonjour, docteur Bouchra Jafar. Oui, Bonjour, chers participants. Et un honneur d'être parmi vous dans ce séminaire. Et, j'ai des préoccupations qui sont focalisées surtout dans un côté juridique mhm, par rapport à la cybercriminalité ou cyberattaque. mhm, Donc, j'ai formulé jusqu'à presque 4 questions. Et je vais commencer par la première. mhm, Donc, je suis curieux de savoir le sort réservé aux fournisseurs d'une plateforme ou logiciel en cas d'une cybercriminalité ou cyberattaque. Euh, C'est-à-dire si, par exemple, une entreprise se confie à, à une plateforme pour stocker leurs données et à la suite de cela, la plateforme est attaquée. Quel est le sort réservé aux fournisseurs du logiciel? Donc, ma deuxième question est Euh, celle-ci. honnêtement, j'ai pas bien compris la question. Euh, Pouvez-vous, s'il vous plaît, résumer la question, une phrase simple, et on va répondre question par question. C'est mieux comme Ok, ça. ok, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais reprendre ma question. Mhm, Donc, je vais savoir le sort, c'est-à-dire le jugement ou bien quelle responsabilité à l'égard du fournisseur d'une plateforme ou d'un logiciel qui a été attaqué vis-à-vis de leurs clients. Donc, c'est la première question. Le fournisseur de quel logiciel qui est attaqué? C'est pas un logiciel qui est attaqué, et peut-être un système d'information ou bien un Oui, ordinateur, exactement, oui, un système, je voulais dire. Ouais. mais fournisseur de quoi? Bon, je vais encore reformuler la question en donnant un exemple. Mhm, Euh, Si une entreprise mhm, euh, utilise ou bien ouais, voilà, utilise un logiciel ou une mhm, plateforme ou un système, peu n'importe, mhm, et par la suite, ce système est piraté, vient d'être piraté. Donc, mhm. je vais savoir qu'est-ce que l'entreprise va faire à l'égard de leur fournisseur du fournisseur de la plateforme qu'ils utilisent. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quelle est donc la procédure juridique pour qu'elle euh, une entreprise, si s'il a été piraté, qu'est-ce qu'elle doit faire pour ses clients, par exemple, ou bien pour ses utilisateurs, ou bien pour qui? Oui, Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le côté juridique, je ne sais pas ok, d'accord. vraiment. Donc,
Comme je le dis, mes questions sont beaucoup focalisées sur ça côté juridique. C'est ce qui Mhm, m'a beaucoup intéressé. Donc, je mhm. vais continuer par la question suivante, notamment de savoir est-ce que un hacker et un pirate sont jugés de la même façon, les deux? Qui juge? On n'a jamais entendu que des pirates ont été... bon, il y en a peut-être, mais ce sont des voleurs. Si, les pirates, ce sont des voleurs. Mais les hackers, parfois, ils sont toujours cachés. Parfois, ils donnent des noms et ils sont cachés, même les visages et tout ça. On ne peut pas les voir. Euh, on- les hackers, parfois, comme je viens de dire, leur but, c'est pas le vol, c'est juste parfois de renforcer la sécurité. Parfois, ils identifient les failles ou bien les vulnérabilités. Ils ne sont pas vraiment des voleurs, mais ou bien, entre guillemets, si vous voulez, des voleurs, parfois pour des buts, je ne sais pas, des buts parfois humanitaires. Mais les pirates, ce sont des voleurs. Ils doivent être, bien sûr, jugés. Mais je ne sais pas, le côté juridique, je ne sais pas vraiment. Je suis informaticienne, je ne suis pas. Donc, je ne sais pas. Ok, d'accord. Je vais donc passer à ma question suivante. Euh, En fait, la question est de savoir euh, comment comprendre en cas d'une cybercriminalité. Euh, Mhm. Premièrement, de comprendre ou bien de s'assurer que ce ne sont pas les informaticiens qui sont censés assurer la sécurité, qui ont propagé la faille ou la vulnérabilité et qui a donné accès à la cyberattaque. Oui, bien sûr, il y en a des cas que les informaticiens ont partagé les failles, et bien sûr, il peut y arriver. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas toujours le cas, mais il peut arriver dans certaines entreprises pour vengeance ou bien je ne sais pas quel but. Donc, ils peuvent, bien sûr, partager les failles, même les vendre pour les clandestins. Ok, d'accord. Ce sont des Merci beaucoup, menaces. docteur. Merci aussi à vous. Ce sont des menaces en fait internes. On dit des menaces internes, donc ça provient des informaticiens eux-mêmes ou bien les utilisateurs dans la même entreprise. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Mhm. Allez, tout le monde, soyez pas timide. Si vous avez des questions, ah voilà, Adifou. Il n'est pas timide, Adifou. Ah bah oui, il est parti, Adifou. Voilà, Adifou. Adifou, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Adifou. Adifou Mohamed. Vous avez accès au micro. Veuillez, s'il vous plaît, allumer votre micro. Bonsoir. Si la question, si on veut débuter sur la cybersécurité, à quoi on doit commencer à apprendre? Si, Si on veut débuter en tant qu'un débutant, où je devrais commencer? bien sûr, commencer des principes fondamentaux et aussi la cybersécurité. C'est un domaine très, si vous voulez, je ne veux pas dire un peu difficile. Euh,
il faut être un informaticien, il faut amateur. Il faut aussi être, surtout le côté si vous allez entrer dans les détails, donc des algorithmes de sécurité, il faut bien comprendre les mathématiques. Il y en a aussi les algorithmes, donc comprendre les algorithmes de chiffrement, déchiffrement, et toutes ces notions donc de base. Vous pouvez prendre un bouquin de cybersécurité et vous pouvez commencer petit à petit et ça va y aller. Ok. C'est-à-dire, ça nécessite beaucoup de la programmation ou bien moyen. C'est pas vraiment, mais bien sûr, il faut comprendre les algorithmes donc de sécurité. Il faut les comprendre plutôt, mais pour être expert, bien sûr, il faut de la programmation. Mais comment il faisait donc les programmes de malware et tout ça, c'est de programmation, bien sûr. Et aussi les programmes ou bien les algorithmes de sécurité, ce sont des programmes, bien sûr. La programmation est le cœur de tous les domaines de l'informatique. Mais toujours, on peut commencer. On peut commencer. Être après un expert ou non, autre chose. Mais on peut commencer par les notions de base, comprendre les algorithmes de chiffrement, etc., voir plus d'attaques si vous voulez, dans le marché, et tout ça, ça, ça va y aller. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est pas dangereux comme un débutant si on veut tester dans des sites euh, pour voir s'il y a des vulnérabilités ou pas, des choses comme ça. Donc, Vous pouvez, bien sûr, c'est pas difficile. Il n'y a rien de difficile. Toujours on c'est pas commence. dangereux. C'est pas dangereux. Non, non, dans le cas, par exemple, si je vais essayer d'entrer dans des sites pour voir s'il y a des vulnérabilités, des choses comme ça. Donc, si, Bien le fait sûr, d'entrer, on est des utilisateurs normaux, on n'est pas dans une entreprise quand que ça devient dangereux. Si on travaille dans une entreprise, je ne sais pas, de défense, je ne sais pas, mais n'importe quelle entreprise, ça devient dangereux. C'est quoi la pire chose qui peut être arrivée à votre ordinateur? Il va être, je ne sais pas, piraté. Toujours, euh, on, on récupère, on stocke nos données essentielles toujours dans le cloud et tout ça. Et si c'est votre ordinateur est piraté, aux choses comme ça. Et bon, ça devient dangereux si vous donnez, par exemple, vos identités personnelles. Ça devient dangereux. Si vous avez un compte bancaire, ça devient très dangereux. merci, docteur. Merci bien. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. OK? Donc, je pense que nous n'avons pas de questions et que tout est clair. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci bien, mademoiselle Malek. Merci à tous les participants. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription,
pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra, Inch'Allah, dans nos prochaines activités ou encore demain avec l'éducation au patrimoine culturel et sa transmission aux jeunes de Dr Hicham Aboubakar, ou encore le marketing d'influence qui aura lieu le 21 novembre, ou encore la mesure de l'audience des médias qui aura lieu le 22 novembre. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et bon vendredi. Au revoir. Au revoir.